Bonjour à tous. Votre entreprise développe-t-elle des technologies de pointe dans les domaines des mobilités, de l'industrie du futur ou des systèmes intelligents? Vous vous interrogez peut-être sur les opportunités que pourrait présenter le secteur de la défense pour vos savoir-faire. Vous pensez que la défense, ce n'est pas pour vous, peut-être trop éloigné de votre cœur d'activité, trop complexe ou trop difficile d'accès. Alors, si vous êtes au moins déjà posé l'une de ces questions, ce webinaire est fait pour vous. L'objectif aujourd'hui est clair, c'est de vous donner les clés pour comprendre les enjeux actuels de la défense, de découvrir les dispositifs d'accompagnement et de financement disponibles et surtout vous montrer que vos technologies ont peut-être toute leur place dans cet écosystème. Chez iTrans, nous sommes convaincus que les innovations issues du civil et en particulier vos innovations que nous accompagnons au quotidien dans les mobilités, les matériaux, l'IA, l'énergie ou encore l'IoT industriel peuvent répondre aux besoins croissants et de modernisation des forces armées et du renforcement de notre souveraineté technologique. Ce webinaire est organisé par le pôle de compétitivité iTrans, votre pôle d'innovation pour les mobilités décarbonées et connectées. Je suis Anthony Duval, directeur opérationnel du pôle, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir l'AID, l'Agence d'innovation de défense, et plus particulièrement Madame Maude Pichard, responsable des relations institutionnelles et partenariats, et Monsieur Xavier Ittard, chef de la cellule guichet unique, qui partageront avec vous une vision des enjeux stratégiques de la défense, des retours d'expérience et des pistes concrètes pour passer à l'action. Alors, nous, on a envie de vous dire de voir ce webinaire comme une invitation à initier des projets collaboratifs, à explorer des passerelles entre vos expertises et les attentes du monde militaire, avec l'appui de dispositifs concrets. Je vous invite donc à rester curieux, à inscrire vos questions dans la partie questions. Nous les parcourrons en fin de séance et surtout à envisager ce moment comme un tremplin vers de nouvelles perspectives d'innovation. Et pour commencer, une fois n'est pas coutume, permettez-moi en une minute de faire un bref rappel, une brève présentation du pôle iTrans. Alors, le pôle de compétitivité iTrans est le pôle des mobilités décarbonées et connectées, situé en Hauts-de-France à Valenciennes, mais avec bien qu'un ancrage régional, avec une portée nationale, voire européenne. Notre mission est de développer la compétitivité des entreprises, de votre compétitivité, et la compétitivité des territoires grâce à l'innovation collaborative. Alors aujourd'hui, on compte un peu plus de 200 membres. Nous avons cette année relayé plus de 1300 informations, événements, sujets d'innovation. Nous avons sur les 4 dernières années accompagné plus de 200 projets et cette année, à fin septembre, nous avions organisé plus de 20 événements. Notre rayonnement géographique est principalement positionné en Hauts-de-France et en Île-de-France, mais nous avons aussi quelques fidèles membres un peu partout sur le territoire, notamment sur les sujets ferroviaires. Oui, parce que le ferroviaire est d'abord la branche native de l'IRT, du pôle de compétitivité, et on profite des briques développées dans d'autres secteurs comme l'automobile, l'aéro et l'industrie du futur pour booster l'innovation collaborative au sein de l'ensemble des mobilités. Vous avez sur la droite un petit partenariat de un petit panorama de quelques partenaires qui nous accompagnent au quotidien. Et nous sommes ravis aujourd'hui d'entrevoir de la fertilisation croisée avec le secteur de la défense. Alors, je laisse maintenant la parole à Madame Pichard, à Monsieur Ittard. Bonjour Madame Pichard, bonjour Monsieur Ittard, soyez les bienvenus et bon WebItrans à tous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et tous. Au sein de l'Agence Innovation Défense, je suis en charge de l'animation de l'écosystème d'innovation. Donc, on est toujours ravis de venir présenter nos activités en région et auprès des pôles de compétitivité notamment, et auprès de vous, leurs adhérents, afin de vous montrer comment on soutient l'innovation de défense pour la supériorité opérationnelle des forces armées et l'autonomie stratégique de la France. Donc l'Agence Innovation Défense, c'est une entité du ministère des Armées qui a été créée en 2018 pour réunir dans une même structure toutes les initiatives en matière d'innovation qui se faisaient au sein des forces armées et de la direction générale de l'armement. On gère deux types d'innovation.
Une innovation qu'on dit programmée, donc c'est l'innovation qui nous sert à préparer les grands systèmes d'armes. Donc vous avez entendu parler du char du futur, système de combat aérien du futur, du porte-avions nouvelle génération, mais on travaille aussi sur tout ce qui est système d'information, bulle de connectivité, tout ce qui nous permettra de réussir les missions sur le terrain. Et donc cette innovation programmée, elle prend du temps. On essaie de faire monter en maturité les briques technologiques, donc pour un futur radar, pour l'hybridité de certains modes de propulsion, pour nos nouveaux systèmes énergétiques. Et on connaît exactement, en tout cas, on est capable de spécifier auprès des grands industriels ce qu'on souhaite obtenir et de faire passer des jalons technologiques sur le long terme à toutes ces briques qui nous intéresseront dans les futures capacités. Et puis en parallèle, le monde du civil bouge beaucoup, ça avance très vite, l'innovation bénéficie aussi de financements qui sont à des niveaux très importants. Par exemple, dans le domaine du numérique, on sait que les budgets de R&D des GAFAM, c'est 20 milliards de dollars, là où le budget pour l'innovation de défense au sein du ministère des Armées, c'est 1 milliard d'euros par an. Donc voilà, on voit bien qu'il faut qu'on sache veiller toutes ces technologies qui vont vite dans le domaine civil, identifier la menace que peuvent représenter l'arrivée de certaines d'entre elles chez nos compétiteurs, mais aussi identifier les opportunités que ça pourrait représenter si on arrivait à les intégrer dans nos systèmes. Et donc à nous de savoir les identifier, les accompagner pour une montée en maturité et l'adaptation à des cas d'usage défense, et puis savoir travailler avec des acteurs justement qui ne nous connaissent pas très bien. Donc là, c'est l'occasion dans le domaine de la mobilité et en particulier du ferroviaire, de discuter avec vous de toutes les briques technologiques que vous pouvez avoir et des éventuels cas d'usage ou des éventuels besoins auxquels elles pourraient répondre dans le domaine de la défense. Donc on est ici pour vous présenter quelques axes d'intérêt, quelques modes d'intervention de l'AID, mais sachez qu'on publie quelques documents un peu phares si jamais vous souhaitez défricher un petit peu le sujet de votre côté, notamment un document qui s'appelle le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense, qu'on appelle le DROID pour ne pas avoir à répéter cette expression trop régulièrement. Ce document présente justement par type de mode d'intervention, donc typiquement combat aérien et frappe-air-sol ou combat aéroterrestre. On précise nos cas d'usage, le type de technologie qu'on va regarder, le type d'acteur avec lequel on souhaite travailler, les coopérations qu'on mène dans le sujet, et ça vous permet de vous familiariser à nos besoins, à nos modes d'action, à notre vocabulaire, pour commencer à maturer aussi peut-être l'imbrication de vos technologies dans ce type de grand système. On publie aussi tous les ans un rapport d'activité qui donne beaucoup d'illustrations de projets. Donc là, vous verrez que des entreprises, des laboratoires de toute taille savent travailler avec nous. Donc pourquoi pas vous? C'est un petit peu ce qu'on essaie de montrer par ce biais-là. Et puis, une fois tous les 2 ans, un grand événement qui a lieu à Paris, qui s'appelle le Forum Innovation Défense. Et donc la prochaine édition est très prochainement, fin novembre. Et donc là, c'est notre bilan d'activité, mais exposé. Donc vous pouvez aller au contact des doctorants qui ont travaillé sur des sujets de défense, des laboratoires académiques qui se sont mis en consortium, de la start-up au grand groupe qui a mené des projets d'innovation au profit des forces armées, direction et services du ministère des Armées. Et donc voilà, toute cette communauté est réunie. Donc c'est un bon point d'entrée aussi dans cet écosystème. Donc si certains d'entre vous ont envie d'y passer, on transmet toutes les informations via le pôle de compétitivité. C'est gratuit sur inscription et c'est à Paris. Et je passe la main à Xavier pour rentrer un peu dans le détail de nos modes d'intervention. Bonjour donc à toutes et tous. Juste une petite introduction pour me présenter. Moi, j'ai travaillé une vingtaine d'années chez un grand groupe qui faisait des bateaux, donc dans les grands donneurs d'ordre que mentionnait tout à l'heure Maude. Et puis j'ai travaillé aussi après pendant 8 ans à l'accompagnement des PME. Donc j'ai changé d'échelle et j'accompagnais les entreprises de l'Île-de-France sur effectivement les aider au niveau Minarmes pour les orienter, les conseiller. Et quand je les conseillais pour aller sur l'innovation, je les envoyais à l'AID. Et donc, j'ai rejoint l'AID maintenant il y a 3 ans pour continuer au contact et l'accompagnement des entreprises vers le domaine de la défense. C'est bien pour ça qu'on vient vous voir aujourd'hui et qu'on vous explique ce qu'on peut faire.
L'AID, on est à peu près 110 personnes au total. Et là, on va parler donc, de la partie innovation ouverte. On va mettre en avant ce que Maud vous présentait. La partie innovation ouverte, c'est à peu près une quarantaine de personnes au sein de l'AID. Donc, on est un peu moins de la moitié de personnes dédiées effectivement à aller chercher dans le monde civil de différentes façons, et c'est ce qu'on va évoquer ensemble, pour trouver des technologies, des solutions qui pourraient avoir le bon goût de satisfaire des besoins, y compris des tout petits besoins au sein du ministère des Armées. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours l'idée que de faire un char d'assaut dans le futur, mais on a des besoins au quotidien avec des opérationnels sur le terrain et qui se satisferaient de trucs qui leur permettent déjà d'avoir un petit bonus dès le lendemain matin. Et donc, c'est ça, l'innovation ouverte, c'est bien du non prescrit, c'est-à-dire qu'on n'a pas de besoin exprimé, sinon ça s'appelle un appel d'offres. Et là, on est plutôt, et c'est d'ailleurs l'objectif un peu de ce genre d'événement, on parle de la susciter, donc c'est bien vous dire ce que vous faites peut potentiellement nous intéresser. L'identifier, c'est en continuant les échanges et on vous donnera éventuellement quelques clés sur comment pouvoir entrer avec nous. Et puis l'accélérer, il n'y a pas de secret, il s'agit de la financer. Maud précisait qu'on a des moyens d'action financière qui nous permettent effectivement d'accompagner des projets quand ils nous semblent utiles ou prometteurs. Et donc voilà, ça permet d'être dans cette logique-là. Si vous avez des choses, on doit pouvoir faire des choses ensemble. Nos clients principaux sur cette partie innovation ouverte, ça va être les forces au sens large, c'est-à-dire les différents services également, sur ce qu'on appelle finalement satisfaire des irritants. C'est quelque chose qui pourrit la vie au quotidien de nos opérationnels ou nos services et qui, via un petit delta, leur rendrait la vie plus agréable. Et donc, on n'est pas forcément sur des gros projets. Ça peut être des petits projets qui permettent dès demain de rendre des services. Typiquement, l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, je crois 16 projets qu'on a accompagnés sont ce qu'on appelle passer à l'échelle, c'est-à-dire que l'AID finance cette montée en maturité. On fait des démonstrations avec des opérationnels qui essayent la version qu'on a aidé à mettre au point. Et puis, si ça leur plaît, ils vont en acheter un certain nombre d'exemplaires. Ça, c'est vraiment une réussite. C'est-à-dire qu'on finance quelque chose qui rend des services au sein du ministère, qui, pour l'entreprise qui a participé, donne des débouchés aussi, parce que derrière un proto, on va en acheter un certain nombre d'exemplaires. Donc, c'est vraiment exactement ce que montrait Maud tout à l'heure, du court terme. On est capable, dans un délai très rapide, je vous montrais tout à l'heure, il y a eu des cas où on a fait un appel d'offres, un appel à projet, pardon, sur des munitions téléopérées. 2 ans après, on en était à l'industrialisation. Donc voilà, c'est capable, on peut aller vite quand il y a effectivement des intérêts. Les grands programmes, l'intérêt, c'est comme ils vont durer longtemps, on peut aussi y incorporer de l'innovation au fur et à mesure. Donc, quand vous commencez à travailler avec nous, on ne va pas forcément vous dire c'est dommage, attendez dans 40 ans la prochaine génération du porte-avions. Il va forcément évoluer en cours de vie et donc on est aussi là pour intégrer de l'innovation toute la vie des programmes. Et puis, il y a aussi un côté prise de risque et examen des capacités technologiques. Être capable d'accompagner des projets, de financer des développements pour connaître l'état de l'art, ça fait partie de nos missions. Donc, être capable de prendre un risque en disant OK, j'essaye, et comme ça, on finance pour que ça monte en maturité, et on décide ou non de l'incorporer dans un programme, mais en connaissance de cause. On parle beaucoup, si je prends un exemple de tout ce qui est batterie lithium, vous avez autant d'alchimie que de personnes qui travaillent dessus. Il est important de pouvoir en tester beaucoup pour pouvoir se dire celle-là, je comprends ce qu'elle a dans le ventre, celle-là, elle a tel avantage ou tel inconvénient, et donc celle que je choisirais potentiellement pour mettre dans un drone ne sera pas la même que je mettrais dans un porte-avions, que je ne serai pas la même que je mettrais sur un fantassin. Donc l'idée, si on veut pouvoir faire des choix, il faut qu'on soit rendu intelligent en aidant les technologies à se développer. Vous voyez un petit peu le panel large de technologies et de moyens d'action autour de ces technologies. Alors, tout ce que je vous explique là, évidemment, on a beau être des gens très bons, on ne peut pas faire tout seul. Et donc, on s'appuie énormément sur tous les réseaux de partenaires. Et c'est d'ailleurs bien l'objectif de cette rencontre aujourd'hui, de cette première initiation, c'est de dire, voilà, on s'appuie aussi bien sur des réseaux internes, donc vous avez sur la gauche, qu'on appelle les pôles d'innovation technologique, donc qui sont basés sur les centres de la DGA, donc qui sont géographiquement placés à certains endroits et qui ont des expertises. Et ces pôles d'innovation, c'est des gens du ministère des Armées qui ont évidemment du coup une connaissance des besoins et des intérêts des technologies, qui ont des moyens d'expertise et des connaissances scientifiques pointues sur des domaines et qui donc peuvent accompagner l'écosystème qui en général est effectivement autour d'eux. Typiquement, si on voit effectivement le pôle d'innovation Bingo qui est sur le numérique, il est à Rennes et il y a tout un écosystème autour d'entreprises qui sont beaucoup sur ces domaines du numérique, de la cyber et compagnie. Donc, ils peuvent animer aussi et donc ils peuvent accompagner les entreprises de leur région pour être capables de proposer des projets pour qu'effectivement l'AID les finance.
Après, comme ils sont très thématisés, c'est pas parce que vous n'en avez pas un à côté de vous que s'il y a des thématiques, je dis n'importe quoi sur le naval, vous en avez un à Brest et l'autre à Toulon, que vous avez Orient et Gymnote, bah, si vous avez des technologies liées au naval, vous pouvez vous approcher de ces pôles qui peuvent vous aider. Du côté civil, on s'appuie beaucoup sur tous les pôles de compétitivité. Alors, on ne travaille pas encore aujourd'hui avec les 53 pôles, puisqu'il y a beaucoup de domaines et qu'effectivement, et c'est pour ça que Maud, qui est notre responsable des partenariats, a beaucoup de travail, puisqu'effectivement, on cherche à s'appuyer sur des partenaires, comme vous aujourd'hui. L'intérêt, c'est double. En fait, déjà en travaillant avec les pôles de compétitivité, ça nous donne une visibilité sur des projets qui sont développés pour d'autres applications. Et ça va nous rendre curieux de dire, ah bah tiens, ce truc-là, on n'y a pas pensé, c'est intéressant, comment est-ce qu'on pourrait nous s'en servir dans notre domaine? Donc c'est un observatoire. À l'inverse, c'est ce qu'on fait aussi un peu aujourd'hui, c'est on vous transmet le virus. Et donc, les pôles de compétitivité peuvent être des porte-paroles, c'est-à-dire que auprès de leurs adhérents, une fois qu'ils ont compris ce qu'on peut chercher et ce que notre moyen d'action, ils peuvent aussi, quand ils sont avec certains adhérents, leur dire, bah tiens, ta technologie, ce que tu as pensé à la défense, de ce que je comprends, ça pourrait leur servir. Ils sont capables aussi de commencer à accompagner les entreprises pour venir effectivement nous voir, expliquer comment on fonctionne, aider éventuellement à faire un premier accompagnement pour que l'entreprise se prenne pas le mur parce ils connaissent la langue, ils savent lire un cahier des charges et donc si une entreprise répondait à un appel à projet, ils peuvent les aider aussi à monter le projet. C'est vraiment de l'intelligence collective et donc l'intérêt d'avoir tous ces partenariats, c'est de travailler ensemble et de faire connaître et nous être capables effectivement d'avoir connaissance de ce qui peut se faire. Vous avez évoqué d'ailleurs tout à l'heure dans la présentation, dans vos partenaires, on a vu la French Tech, qui est un de nos partenaires majeurs et qui on travaille très souvent. On était même à Vivatech sur le stand côte à côte. Vous avez dans votre planche évoqué aussi tout à l'heure Altitude, donc qui est un cluster, même s'il n'a pas le label pôle de compétitivité. C'est aussi des gens avec qui on travaille, d'ailleurs à tel point qu'on participera à leur PME Tour qui sera fait sur l'île la semaine prochaine. Donc, je ne sais pas si certains de vos adhérents seront également présents, mais j'y serai aussi, donc ça peut être aussi l'occasion de se rencontrer. Donc tout ça pour vous montrer que c'est vraiment un écosystème, c'est-à-dire qu'on travaille main dans la main ensemble dans le même but, c'est aider les entreprises dans leur développement et de trouver des solutions qui sont utiles au ministère des Armées. Donc, vous voyez, voilà, c'est un petit peu cet objectif. Le côté entreprise, effectivement, donc, lors des interventions, la direction de l'industrie de défense présente souvent le côté écosystème d'entreprise qu'on appelle la base industrielle et technologique de défense, qui en France recouvre à peu près 4500 entreprises qui travaillent pour la défense et qui ont des côtés importants pour cette défense. Ce n'est pas que les grands groupes, en fait. On a toujours en tête nos 9 maîtres d'œuvre. Dans les 4500, c'est des petites entreprises, voire des très petites entreprises. Le portrait robot global d'une entreprise qui travaille pour la défense, c'est une entreprise de moins de 50 personnes et qui fait 20% de son chiffre d'affaires sur la défense. Donc, vous voyez aussi ce côté. La défense n'est pas tout pour une entreprise. C'est une composante qui a le bon goût d'être effectivement assez pérenne dans le long terme, mais nous, on est aussi très attentifs à ce que les entreprises puissent avoir leur vie dans le monde civil. On ne veut surtout pas s'accaparer une entreprise. On est là pour travailler ensemble, les aider, effectivement faire du business ensemble, mais surtout qu'une entreprise ne dépende pas trop de nous parce que on connaît bien les saisonnalités et nos dynamiques. Et donc, effectivement, c'est des choses auxquelles on va être attentif quand on discute avec vous. C'est OK, on t'accompagne, mais effectivement, tu vas vivre de quoi à côté. Et même si les développements qu'on vous aide à faire vous servent aussi dans le civil. Donc, on n'est franchement pas exclusif. On est là pour que les entreprises vivent, soient en bonne santé, et donc pour que le jour où on va voir travailler avec elles, elles soient en pleine forme. Alors, Maud d'initier tout à l'heure les 8 thématiques d'innovation ouverte. Donc ça, c'est ce qu'on a mis dans le document de référence de l'orientation de l'innovation de défense. Et donc, l'idée, c'était de donner des axes, puisqu'effectivement, dire aux gens, venez travailler pour la défense, ce que vous faites est peut-être intéressant, c'est très vague. Donc, leur donner des grandes thématiques. Donc, vous voyez en fait qu'on a quand même, on enfonce des portes ouvertes. Hein. On n'est pas en train de vous révéler des secrets mondiaux en disant, regardez, la défense travaille là-dessus et c'est secret. Si on vous a dit qu'on n'y travaillait pas, vous seriez même inquiété de demander ce qu'on faisait. La vocation de ces thématiques-là, c'est de vous donner des premières idées de « Ah, tiens, je travaille dans ces domaines-là, et donc la probabilité que ça les intéresse est loin d'être nulle. » C'est à peu près ce genre de choses. Il y a 2 ans, si je ne me trompe pas, on a décliné un petit peu plus, parce qu'avant, vous aviez juste vecteurs autonomes et leur flotte. Point. Et ça laissait un petit peu les gens pantois, dire ça veut dire quoi derrière tout ça. Donc là, on a rajouté, et on trouve effectivement sur notre site des descriptifs effectivement autour de chacune de ces thématiques pour expliquer un petit peu plus ce qu'on a en tête.
Attention, elles ne sont pas exclusives. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas là-dedans que ça ne peut pas nous intéresser. Typiquement, je vois ça, les matériaux, c'est du transverse. On en a tous les jours de projets autour des matériaux. Et pourtant, on n'a pas mis une thématique prioritaire d'innovation dans les matériaux, parce que c'est transverse. Bon, on pourrait me dire que l'énergie, c'est transverse aussi. Mais voilà, donc c'est pas si vous n'êtes pas là-dedans, ce n'est pas la peine de venir. Au contraire, beaucoup de projets qui nous sont présentés peuvent avoir le bon goût de cocher 2, 3, 4 cases autour de ces thématiques. Donc voilà, c'est simplement un petit guide pour vous dire, autour de tout ça, voilà les domaines sur lesquels on peut avoir des intérêts et vous avez potentiellement des choses à nous proposer. Autour de ces 8 thématiques, on a des responsables qu'on appelle des managers de portefeuille et qui sont là pour effectivement avoir une connaissance de l'état de l'art, des différentes entreprises qui travaillent dans ce domaine-là, de leur direction de travail, pour essayer effectivement d'avoir une vision un petit peu 360 de ce qui peut exister, des tendances, des évolutions, des besoins qu'on pourrait avoir et donc pour être capable d'aller voir l'entreprise. Et donc, c'est autour de ces 8 thématiques, vous avez 8 spécialistes et vous aurez le bon goût aujourd'hui d'en avoir normalement 2, puisque j'ai Alain qui est à ma gauche qui s'occupe du maintien en condition opérationnelle. Donc, je lui laisserai bien évidemment le détailler. Normalement, il y a une personne de l'énergie, mais qui était encore coincée en réunion quand on est descendu, donc qui devrait nous rejoindre également. Et donc, les 6 autres, il y en a un qui est sur le véhicule autonome et leur flotte. Ça va conduire évidemment à tout ce qui est drone, mais qui va derrière avec la lutte anti-drone, évidemment. Drone, on parle aussi de munitions téléopérées. On parle de robotique, qu'elle soit terrestre, aérienne, navale, multimilieu. Donc, c'est un champ qui est relativement large. Supériorité informationnelle, on est sur tout ce qui est traitement de la donnée, avec évidemment le quantique, avec l'IA, avec les différentes sources d'information, avec également le renseignement, avec la lutte d'influence. Donc, c'est relativement large. Hein. L'idée derrière ces grandes thématiques, c'est de donner des grands axes pour dire maintenant, autour de ça, vous pouvez jouer. L'humain augmenté, ce n'est pas un secret. Hein. Notre cerveau humain, il est à peu près le même que 20 générations avant nous, sauf que maintenant, il est gavé d'informations. Donc, comment est-ce qu'on peut synthétiser de l'information pour que le même cerveau soit capable de digérer ces informations? Comment on tire bénéfice de tout ce qui se fait dans le numérique? Alors évidemment, tout ce qui est interface homme-machine, tout ce qui va être réalité augmentée, ce ne sont que des exemples, évidemment. On a même pensé à des exosquelettes aussi, on a même expérimenté des exosquelettes. Comme je vous disais, l'idée, c'est de tester pour se rendre compte. D'ailleurs, ça a même permis de voir que l'exosquelette, c'était pas mal, mais ça n'était utile que dans 5% de la vie du mec et dans 95%, ça l'embêtait, puisque comme on a des tâches, par rapport à des tâches répétitives, ce qui est franchement pas le cas du combattant, c'est en expérimentant qu'on peut se rendre compte, en disant aujourd'hui c'est bien sur tel aspect, mais voilà les verrous qui font qu'aujourd'hui ça bloque, ce qui fait que dans 5 ans, on peut revenir en disant est-ce que ce qui bloquait à l'époque n'a pas évolué, ce qui nous permettrait de revenir sur nos conclusions de l'époque. Donc voilà, on est vraiment dans quelque chose, la vie c'est un film, hein. On peut faire des photos de temps en temps, mais tout évolue et encore plus à l'échelle d'une PME. La santé, on est sur tout ce qui va être effectivement santé plus typique du monde militaire. Donc le vaccin contre la grippe, même si la campagne a commencé aujourd'hui, l'AID ne va pas forcément financer ce genre de projet. On va plutôt aller sur des spécificités liées au fait qu'un combattant sur le terrain n'a pas un CHU à disposition au bout à 10 minutes de chez lui, que effectivement, comment est-ce qu'on peut soutenir, faire du diagnostic à distance, aider à traiter un blessé alors qu'on n'est pas forcément chirurgien. On a un exemple, c'est on a utilisé un robot chirurgien assisté à distance pour faire de l'opération sur un bâtiment de la Marine nationale. Est-ce qu'à distance, comment est-ce qu'on peut aider? Parce qu'on n'a pas forcément le spécialiste. Donc, quelques exemples, voilà comment est-ce qu'on traite plus spécifiquement des blessures graves de type guerre avec un environnement particulier. Le New Space, alors là, on est relativement large, puisqu'on va aussi bien de comment est-ce que je lance quelque chose dans l'espace, comment j'exploite quelque chose dans l'espace, comment est-ce qu'effectivement je vais utiliser les informations venant de l'espace, comment éventuellement je peux déplacer des satellites pour aller faire d'autres choses, pour aller voir d'autres satellites ou pour faire d'autres choses sur d'autres satellites. Donc, le spectre est très large autour de cette thématique. L'énergie, si Sébastien nous rejoint, je le laisserai le détailler, mais en gros, toute la verticale entre comment je la produis, comment je la distribue, comment je la convertis. Le cyber, c'est un peu indépendant, le pendant de la supériorité informationnelle, comment on se défend des attaques cyber, mais comment également on est capable, nous aussi, d'en faire, pour être capable effectivement d'utiliser ce vecteur-là comme étant également une arme d'attaque. Comment est-ce qu'on fait de la lutte d'influence? Voilà. Donc,
globalement, vous voyez un petit peu ces grandes thématiques. Maintenant, je vais laisser effectivement Alain détailler la sienne, comme ça, je dirais moins de bêtises que lui. Bonjour à tous, donc je me présente, je suis Alain Christien, je suis manager d'innovation de défense à l'Agence de l'innovation de défense. Ma spécialité, c'est le maintien en conditions opérationnelles et la logistique. En fait, la logistique est apparue en cours de route avec les différents thèmes que décrivait Xavier. Pourquoi? Parce que en fait, cette partie transport est fondamentale déjà en temps de paix et bien sûr en temps de guerre pour robustifier notre économie de défense, etc. Alors, en quelques mots, contrairement à mes collègues qui, eux, essayent de récupérer un maximum d'informations par le guichet unique pour identifier des entreprises qui correspondraient à nos thématiques, pour ma part, ainsi que celle de mes collègues qui se présenteront, enfin, du moins pour la partie énergie, quand il nous retrouvera, moi, je dispose d'une feuille de route qui dresse, si vous voulez, tous les grands thèmes sur lesquels je vais travailler et trouver des innovations, des sociétés qui pourraient, en les agrégeant, en les faisant partager, en les combinant, répondre à ma feuille de route opérationnelle pour la partie maintien en conditions opérationnelles. Tout simplement, eh bien, le thème principal, pour ma part, c'est la réindustrialisation de la France, de façon à pouvoir se mettre en ordre de bataille si d'aventure la France et l'Union européenne devaient faire face à un conflit majeur, dite guerre de haute intensité, et de mettre tout de suite, se préparer à une coordination, une organisation de tous les moyens de production nationaux grâce à une plateforme qui permettrait d'échanger entre le client et le producteur en temps réel des moyens mis à notre disposition. Mais pas que. Pour la partie logistique représente bien sûr une part importante pour la partie MCO. Il faut produire, certes, mais il faut aussi transporter. Et pour transporter, eh bien, le réseau ferroviaire est, je ne dirais pas ma marotte, mais mon point d'entrée pour tout ce qui est transport important, lourd, hors gabarit, à travers la France et à travers l'Union européenne, évidemment. Et ce qui est valable en temps de guerre est valable, bien évidemment, en temps de paix. Pour ma part, encore une fois, je reviens sur cette partie feuille de route. Tout ce qui correspond à un temps de paix est tout à fait louable et transposable en temps de guerre. C'est pour cette raison que tous les programmes et tous les projets sur lesquels je travaille répondent à 80% à un temps de paix, donc à un fonctionnement civil. Et si d'aventure il fallait monter en puissance, se robustifier et passer en économie de guerre, les 20% qui étaient dédiés aux armées en temps de paix passent automatiquement avec une échelle un peu plus importante de coordination et de montée en puissance pour une économie de guerre. Voilà en quelques mots sur la partie MCO. Eh bien, ma réflexion globale, elle est orientée sur le monde civil avec de l'innovation à travers cette plateforme que je décrivais à l'instant pour la mise en collaboration du demandeur et de l'industrie. Et puis sur la partie transport, je reviens sur cette partie hyper importante pour moi, ça serait le transport de charges lourdes hors gabarit avec des modes dégradés. Voilà, en gros, je vous donne le thème sur lequel je travaille aujourd'hui, c'est transporter beaucoup de matériel, voire le réintégrer s'il le fallait d'une ligne de front vers les bases arrières, avec une capacité de transport importante, pas forcément avec des moyens purement militaires, mais ça pourrait être un détournement d'usage. J'aime beaucoup cette expression détournement d'usage, car on peut utiliser des moyens civils à des fins militaires avec quelques transformations, et c'est là qu'on attend les sociétés comme les vôtres pour nous proposer des sujets qui permettraient, pourquoi pas, de transformer une plateforme d'un train en porte-véhicule ou j'espère beaucoup moins en transport de santé, vous voyez, pour les personnels blessés. Ce genre de choses est importante pour nous, pour déjà nous préparer en amont et solliciter les entreprises qui pourraient transformer du matériel civil à des fins militaires. Voilà en quelques mots sur la partie MCO et logistique, ma feuille de route. Je repasse la parole. Bon, merci Alain. Bon, je crois que mon collègue sur l'énergie risque d'être toujours coincé en réunion. Bon, de toute façon, je vous ai un petit peu décrit en gros de quoi il pouvait s'agir, sachant que c'est relativement large.
On va maintenant rentrer dans du détail un peu plus, c'est comment est-ce qu'on peut bosser ensemble. Donc, voilà, ce qui peut vous intéresser. Une des premières choses, c'est qu'on publie régulièrement des AMI, des appels à manifestation d'intérêt, des appels à projets de temps en temps. L'idée, c'est effectivement d'aller solliciter le monde civil en disant, voilà, ça, on a des réflexions en cours sur ce domaine-là, un petit peu ce que Alain vient de vous dire, et vous avez sur notre page de l'AID régulièrement des appels à manifestation d'intérêt qui sont publiés, que nos partenaires relayent également, eux, sur leur réseau. L'idée, c'est de pouvoir dire, voilà, pendant un mois ou deux, on a une thématique d'intérêt. Donc, c'est le mois du blanc. Voilà, allez-y, vous avez un mois. L'idée derrière ça, c'est de ne surtout pas spécifier des choses précises. L'idée, on est plutôt sur de l'effet à produire. Je voudrais purifier 20 litres de flotte. Voilà. Et puis maintenant, proposez-moi ce que vous pouvez penser. L'idée, c'est comme ça permettra d'avoir des solutions différentes. Plus on va être précis dans la spécifique, plus on va avoir les mêmes choses exactement. Donc, au contraire, l'idée, c'est de ne pas bloquer l'innovation ou les idées des entreprises, qu'elles puissent venir, moi, je fais ça, et tiens, peut-être qu'en l'utilisant comme ça pourrait faire ça. Et donc, c'est un peu cet intérêt d'avoir ces appels à manifestation d'intérêt qui permettent effectivement, mon collègue énergie vient de nous rejoindre, donc s'il y a des questions dans le domaine, on pourra tout à fait y répondre tout à l'heure. Du coup, j'ai déjà passé les 8 thématiques. Voilà, donc vous pouvez effectivement, n'hésitez pas à les consulter, nos appels à manifestation d'intérêt, parce que ça vous permet de voir. Il y en a un qu'on a lancé, je crois, il y a une semaine ou deux, qui s'appelle Épervier, qui est comment est-ce que je peux lutter contre du drone FPV. Voilà, donc comment on peut faire, quelles seraient les idées que vous auriez pour être capable de lutter contre ça. Là, en avant-première, je vous fais un petit teaser sur un qui ne devrait pas tarder à sortir, qui est sur des systèmes de masquage du terrain, sur comment, quand je fais du franchissement de cours d'eau, comment est-ce que je pourrais masquer des matériels qui sont en train de traverser. Et donc, voilà, donc cet appel à manifestation d'intérêt devrait sortir prochainement. Voilà, l'idée aussi, c'est de pouvoir vous mettre un peu en préchauffe. Il y a peut-être des choses qui pourraient vous intéresser. Et donc, n'hésitez pas donc à regarder au fur et à mesure, c'est sorti. Et donc, encore un appel à nos partenaires préférés pour qu'effectivement, ils puissent les relayer. Parce que c'est que c'est souvent, on sait que c'est compliqué d'aller veiller partout. Et que donc, quand vous avez un peu de push de temps en temps, ça vous aide aussi à y penser. Parce que vous êtes. La vie d'une entreprise, c'est que vous êtes sous l'eau tout le temps. Et donc, si on ne vous envoie pas l'info, des fois, c'est peut-être un peu compliqué pour vous de la trouver. Donc ça, c'est un côté, voilà, on met sur la table un petit peu ce qu'Alain a pu vous présenter aussi, c'est, voilà, j'ai une thématique là-dessus, quels seraient ceux qui auraient des idées intéressantes autour de ça. Et ça, souvent, ces thèmes d'appel à manifestation d'intérêt peuvent venir de nos experts de 8 thématiques, peuvent venir de nos pôles d'innovation. Voilà, l'idée, c'est d'avoir des gens qui ont une idée de besoin et qui vont exprimer ça. Alors, le pôle innovation ouverte, donc je vous disais à peu près une quarantaine de personnes, on est au final 4 services qui vont approcher cette innovation d'une façon différente, mais donc complémentaire. L'idée derrière, c'est de trouver le bon projet, qui est sans doute caché au milieu de tout ce qu'on peut voir, et comment on va l'identifier. On a une partie qui travaille sur l'innovation interne. L'innovation participative, c'est des innovateurs du ministère. Ça va être les gens qui m'entourent, quelqu'un du ministère qui travaille et qui, évidemment, est confronté au quotidien à certaines difficultés et qui peut être le premier à avoir des idées. Sauf que lui n'a pas forcément toutes les compétences techniques pour mettre en avant son idée. Et donc, il peut être content de trouver parmi le tissu de PME, TPE, des gens qui peuvent lui amener certaines briques pour faire son idée. On a des gens qui vont conduire des projets. Donc, tout ça, c'est des gens que j'imagine plus près des besoins. Ils ont plus une idée de qu'est-ce que je pourrais avoir besoin, un peu ce que vous disiez Alain tout à l'heure. Lui, il a un besoin, il pense à quelque chose, il va chercher des solutions. Et après, dans son entité, ils vont finalement conduire ces projets. Donc, on va détailler un petit peu le type de projet qu'il peut y avoir tout à l'heure pour effectivement faire des expérimentations et potentiellement, comme je vous disais tout à l'heure, passer à l'échelle, c'est-à-dire qu'une fois que les armées ont joué avec, si ça leur plaît, ils puissent en acheter un peu plus. On a 2 autres cellules qui sont un peu plus axées vers plutôt, je vais voir les solutions et j'essaie de voir comment je peux les adapter. Comme disait Alain, le mot détourné, alors qui fait un peu pirate de l'air, c'est un détournement amical en fait. C'est comment on peut utiliser au mieux pour des besoins. Il y a une cellule qui est dédiée pour finalement identifier les startups, donc très amont. Quelles sont les entreprises en train de se créer sur un certain nombre de technologies pour voir avec elles à quel moment on peut avoir intérêt à travailler ensemble. Avec une notion de prudence, parce qu'effectivement, les startups, on sait que c'est un écosystème qui est assez fragile. D'ailleurs, la personne qui s'occupe de ce service a lui-même eu des startups, revendu des startups, coulé des startups. Et donc, il sait effectivement cette fragilité et on essaye d'être extrêmement prudent. Comme un peu je vous disais tout à l'heure,
On ne veut pas qu'une entreprise, en travaillant trop tôt avec nous, se retrouve détournée de ce qui allait la faire vivre demain matin. Et donc, on va avoir un dialogue intelligent ensemble pour dire, écoute, dans ce que tu développes, ton marché civil, tu y vas dans un an, nous, c'est peut-être pas la peine qu'on t'embête avant. Par contre, dans ta roadmap, dans 2 ans, tu es sur telle brique et là, ça vaut peut-être le coup qu'on se reparle. C'est vraiment une entente commune en ayant surtout évité de trop détourner une entreprise de ce qui va la faire vivre demain matin. Et donc, la 4e voie, c'est le guichet unique. Donc, je vais vous en parler d'autant plus que je la connais assez bien, puisque j'ai l'honneur de l'accompagner depuis 3 ans. Alors, nous, c'est le côté inverse. Tout à l'heure, Alain avait des idées de ce qu'il avait besoin. Et nous, en fait, le guichet unique, sa vocation, c'est le contraire. Quand on vient me voir, je n'ai aucun besoin. Je suis juste là pour vous permettre de me dire, j'ai ça que j'ai en soute ou que je suis en train de développer. Et donc, si vous m'accompagnez, ça sera sympa. Et je me dis que ça peut peut-être servir aux armées. J'ai peut-être quelques idées ou pas. Et je viens vous voir en disant, je vous présente ce que je fais et mes solutions. Et nous, notre métier, c'est de trouver le problème que la solution qu'on nous amène pourrait résoudre. Problème que d'ailleurs, on ne sait peut-être même pas qu'on a nous-mêmes. Donc voilà, on est vraiment dans cet aspect de complètement l'inverse de ceux qui ont un besoin et qui cherchent des solutions. Nous, c'est on va m'amener des solutions et on va chercher à quoi ça pourrait bien servir. Donc vous voyez que finalement, l'intérêt dans ces 2 démarches, c'est qu'à un moment ou à un autre, on va se rencontrer quand même. Oui. Donc l'idée, c'est de ne pas passer à côté de choses. C'est aussi de permettre à des gens de ne pas se sentir j'ai pas forcément, mais je connais rien à la défense, ça se trouve, je ne vois pas à quoi ça pourrait servir. C'est de pouvoir effectivement tenter votre chance. On est chez McDo, quoi. Venez comme vous êtes. Ça va vous permettre, alors, en passant par le guichet unique, donc vous avez même le lien, le QR code, trois autour de ce service. Une première qui va vous permettre de dire qui vous êtes. Donc, vous allez trouver 3 liens hypertextes. Le premier, c'est voilà, je fais ça, voilà mes activités. Et donc, rentrer dans notre écosystème. C'est juste du déclaratif. C'est en gros votre carte d'identité, ce que vous avez envie qu'on retienne de vous. C'est-à-dire qu'effectivement, tout à l'heure, je parlais des gens qui cherchent des solutions. Si Alain il cherche quelque chose, ou si notre innovateur interne il cherche des gens qui fassent une carte électronique parce qu'il ne sait pas la faire, comment est-ce qu'il va identifier ça dans ce vivier de gens qui ont dit ça m'intéresserait de travailler avec la défense. La deuxième étape, c'est vous allez nous proposer un projet ou une solution en 1 page et demie, 2 pages. L'idée, c'est surtout que ce ne soit pas un frein à l'entrée. Vous n'ayez pas peur en disant c'est bon, là, je vais remplir 40 pages et ça se trouve, il ne se passera rien. C'est simplement, vous nous décrivez sommairement ce que vous pensez, ce que vous avez, ce que vous développez. Ce que vous avez est important parce qu'on n'exclut évidemment pas le côté innovation d'usage. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est un terrain neuf dans l'industrie agroalimentaire que si on ne s'en sert pas au sein du ministère, ça serait de l'innovation pour nous. Donc, ne pas hésiter. Je sais qu'il y a souvent, quand on discute avec des gens qui disent « Oui, mais moi, je ne fais pas d'innovation », non, ça ne veut rien dire, ça. Tout le monde fait de l'innovation. Mon boulanger, demain matin, fait un pain qui se conserve 3 semaines, c'est de l'innovation. Alors, il ne va pas se déclarer entreprise innovante. Donc, derrière l'innovation, il y en a partout, et toute entreprise, de toute façon, innove à un moment ou à un autre, quel que soit ce qu'elle fait, que ce soit dans ses procédés, dans ses méthodes, dans ses technologies. Donc, vous nous présentez votre solution, donc tiens, voilà ce que ça fait, voilà en quoi je pense que ça peut être innovant, éventuellement des idées que vous pouvez avoir, dire ça peut peut-être servir, et vous n'oubliez pas la 3e étape qui est de prendre un rendez-vous, et c'est vous-même qui choisissez la date du rendez-vous. Donc, il y a notre Doctolib de la prise de rendez-vous avec l'AID. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vous qui allez choisir, j'allais dire le jour et l'heure, ça sera plutôt l'heure, parce que le jour, on a sacralisé les mardis, de façon effectivement à avoir un peu ces entretiens. Pourquoi ? Puisqu'en fait, cet entretien-là, alors nous, guichet unique, on n'est que 9 personnes. Donc, vous doutez bien que les compétences, on ne les a pas dans tous les domaines. Et qu'au contraire, l'intérêt de cet entretien, c'est que pendant une demi-heure d'entretien téléphonique, on va faire venir autour de la table des experts, qui soient aussi bien techniques. Donc, si on était sur le MCO, Alain viendrait avec nous. Si c'est sur l'énergie, Sébastien viendrait avec nous. On va faire appel aux experts techniques et technologiques. On va faire appel à des opérationnels qui sont aussi au sein de l'AID. L'idée, c'est que voilà, on soit un certain nombre de bonnes fées qui se penchent sur le berceau pendant une demi-heure pour essayer de mieux comprendre. OK, j'ai mieux compris ce que ça fait. Ça permet de poser des questions et c'est un entretien purement technique. Vous n'avez pas des acheteurs en face. Donc, vous avez des techniques, donc ils vont des fois vous poser des questions un peu brutalement, du genre mais j'y crois pas, et comment ça tient dans l'environnement, ouais, mais si c'est mouillé, qu'est-ce que ça fait? On est vraiment dans un dialogue, dans un but de OK, j'ai mieux compris ce que vous nous proposez ou ce que vous êtes en train de faire ou ce que vous avez, et on essaye, nous, dans notre tête, de qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de ça. Donc, on est vraiment dans cette espèce de dialogue qui permet, avec un frein à l'entrée relativement minimum, de pouvoir avoir un premier échange avec des gens qui sont purement dans la technique. Donc, c'est vraiment ça qu'on offre effectivement comme service. Ça permet effectivement de commencer à faire connaissance. Peut-être qu'à l'issue, ça sera, écoutez, pour l'instant, je ne vois pas bien.
parce qu'on a déjà 40 projets qui font la même chose, mais on n'est pas à l'abri. Peut-être que dans 6 mois, un jour, un besoin va émerger, on dira, bah, attends, cette entreprise, on a échangé avec elle, c'est peut-être intéressant de revoir avec elle. Donc, ça permet de faire de cranter un premier échange. Et puis déjà, les questions qu'on peut vous poser peuvent vous être utiles aussi en disant, ça fait 4 fois qu'il me pose une question sur le taux d'humidité, il y a peut-être quelque chose derrière qui les chatouille et que je n'y avais peut-être pas pensé. Donc, c'est de toute façon utile, même si c'est à la fin, bon, désolé, je ne vois pas tout de suite. Derrière, qu'est-ce qui se passe après? Ce graphique-là, il est juste là pour vous montrer qu'en fait, on dispose de moyens d'accompagnement qui soient très bas TRL. On est accompagné par des thèses, hein, ça nous arrive régulièrement. On a des appels à projets thèses. En sortie de guichet unique, depuis que je suis là, je crois que ça nous est arrivé 2-3 fois d'orienter vers des thèses parce que le projet qui nous était présenté était très amont. On a en gros de quoi accompagner jusqu'au TRL 9, alors sauf dans du pur civil, parce que là, on ne serait pas légitime d'accompagner un développement industriel sur du domaine civil. Par contre, jusqu'à des TRL avancés jusqu'à 7, des choses qui vont avoir des applications dans le civil, on va pouvoir les accompagner parce que nous, on y voit un intérêt. Donc l'idée, c'est derrière ça de dire, en gros, favorisons l'échange technique et que le côté paperasse de comment on accompagne, ça vient en deuxième temps. C'est pour ça qu'on ne vous publie pas des catalogues de dispositifs. On ne veut pas que les gens viennent en disant alors, bonjour, je viens pour tel dispositif. C'est viens, on discute, on voit ensemble, on réfléchit ensemble. Et autour de ça, on sera capable de t'orienter parce qu'on a en soute de quoi accompagner aussi bien des projets qui sont relativement amont, soit des projets plutôt recherche, soit des projets plutôt prototypage, soit des développements de technologie. L'idée derrière, c'est quand on travaille avec une entreprise, c'est que ça aille au bout et qu'à terme, on soit capable de l'intégrer dans une opération d'armement, un petit peu ce qu'on vous montrait tout à l'heure en début de séance. Donc, de toute façon, ce n'est pas pour faire un one-shot, c'est que si c'est intéressant, derrière certains accompagnements, on peut enchaîner avec d'autres accompagnements. Le but étant toujours qu'un jour, ça nous serve. On a même le fonds Innovation Défense qui permet aussi de monter au capital d'entreprises innovantes quand elles cherchent effectivement à lever des fonds. Le fait que le ministère des Armées mette son propre argent a un effet levier auprès d'autres investisseurs qui vont dire si le Minarme y met son fric, c'est qu'il y croit, donc ça peut m'inciter à y aller aussi. Donc vous voyez, finalement, on a quand même beaucoup de moyens d'accompagner. On va détailler un tout petit peu, donc j'ai prévu 2 planches après pour vous donner les grandes sorties à l'issue du guichet unique. Et donc, je vais vous les détailler juste après. Je mentionnais quand même, je ne sais pas si vous avez entendu parler de PEPS, qui s'appelle le plan en faveur des ETI, PME, Start-up, qui est mené par une autre direction de la DGA, qui est la direction de l'industrie de défense, qui est là pour accompagner l'ensemble de cet écosystème. Je vous disais, les 4500 entreprises de la BITD qu'on va accompagner, qu'on va protéger. L'idée, c'est effectivement qu'elles soient en bonne santé quand on en a besoin. Et donc, ce plan se décline en 5 axes. Et en fait, ce qu'on est capable de vous proposer, donc via l'AID et via le guichet unique, c'est vraiment, ça colle dans cette politique qui est effectivement un dialogue de proximité, une relation de confiance. Donc, on va vraiment discuter avec vous sous confidentialité, c'est-à-dire que vous parlez à des gens du ministère des Armées, donc ce que vous dites ne va pas sortir le lendemain matin. Financer de manière adaptée et réactive, c'est un petit peu ce que j'étais en train de vous dire et que je vais vous détailler juste après. Soutenir au développement et renforcer les acteurs industriels. C'est bien ça, si on vous accompagne, c'est ça. Et effectivement, être ce tiers de confiance, parce que l'idée, c'est de pouvoir dialoguer avec vous en toute ouverture. Même si des fois, l'ouverture conduit des fois à être un petit peu directe par rapport à ce qu'on peut vous dire. Alors, je vais vous illustrer rapidement 2 des axes qu'on peut trouver traditionnellement en sortie du guichet unique. Ça peut être soit du projet d'accélération de l'innovation, et là, on va être, comme je vous disais tout à l'heure, l'objectif, c'est d'expérimenter une opportunité détectée. Soit effectivement par Alain, soit par Sébastien, soit qu'une entreprise est venue nous présenter quelque chose, et là, on va plutôt passer à un marché public, où là, on va pouvoir dire, voilà ce que je voudrais. Ton drone, il est pas mal, mais est-ce que tu pourrais me rajouter telle liaison, telle caméra, parce que je sais que la base aérienne de Saint-Dizier a envie d'expérimenter. Voilà, on va vous spécifier ce qu'on veut, on va vous passer un marché pour ça, vous allez réaliser le proto, il va être expérimenté, et s'il plaît, derrière, il en achète d'autres exemplaires. On a vraiment ce volet accélérateur de la maturation. Donc, qui dit marché public dit évidemment seuil de la commande publique. Donc, comme par hasard, on a très souvent des projets à 99 kg hors taxe, puisqu'on est juste en dessous des seuils. L'idée, effectivement, c'est de voir comment on peut le passer en gré à gré, puisque si on veut aller vite, il faut qu'on puisse rapidement expérimenter. Donc, il y aura effectivement des discussions sur comment on peut passer en gré à gré. Il y a d'autres seuils au-dessus des 99. On peut monter jusqu'à 400 sur des marchés de défense et sécu. Donc, l'idée, c'est de voir comment on va pouvoir passer un gré à gré avec vous pour expérimenter votre solution. Les budgets dont on dispose sur ce type d'accompagnement sont autour de 20 millions d'euros.
Donc, ça vous montre qu'on est quand même capable d'en accompagner pas mal. Les critères d'éligibilité, ça va être le cas d'usage. Donc, il faut qu'on ait un sponsor interne qui dit ça m'intéresse, ça correspond à un de mes besoins, et donc je suis prêt à l'essayer. Et donc, ce qu'on va regarder, c'est cet apport opérationnel de la solution qui va nous être présenté. Donc, voilà, ça c'est un des modes d'accompagnement. Un deuxième dont vous avez peut-être entendu parler, qui est le dispositif rapide, qui existe depuis 15 ans au final, donc avant même la création de l'AID. Et là, on est plutôt sur du développement de technologies. On intervient sur des TRL qui peuvent commencer à 3 et qu'on est capable d'accompagner jusqu'à TRL 7, donc jusqu'à du prototype. Donc là, on est vraiment sur deux axes de développement d'une technologie. On n'est plus sur un besoin, ni sur une... Et là, on va intervenir en subvention, ce qui est assez différent. Là, je ne vais pas vous acheter, on va vous donner, on va participer à un effort de R&D en finançant une partie pouvant aller jusqu'à 80%, ce qui est quand même plutôt sympa. Pour ce projet de recherche et développement, on dispose d'une enveloppe qui est entre 30 et 40 millions d'euros, ce qui permet quand même d'en faire pas mal. Alors, j'ai rappelé ça, c'est qu'en fait, le dispositif rapide, il est aussi instruit et piloté par les mêmes équipes du guichet unique. Donc, c'est les mêmes 9 personnes que je vous ai mentionnées qui font ce premier axe de venez avec votre solution, on va voir ensemble ce qu'on peut en faire et on va en faire d'aiguillage. Si l'aiguillage oriente vers de la subvention par le dispositif rapide, c'est les mêmes personnes que vous retrouvez de l'autre côté. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, quand une entreprise envisage potentiellement de déposer un rapide, on peut lui conseiller de passer par le guichet unique, parce que via un entretien d'une demi-heure et quelque chose qui est relativement rapide, on va pouvoir vérifier que les grands critères sont à peu près respectés et éviter une entreprise de faire un dépôt rapide qui est quand même en général un petit peu lourd, qui a quand même une quarantaine de pages de descriptifs, plus des annexes financières, des discussions avec partenaires, s'il y a des trucs bloquants dès le début. Donc, voilà, on vous offre aussi ce service en disant si vous passez par nous parce que vous pensiez un rapide, ça peut être aussi une façon de vérifier que vous n'allez pas vous prendre le mur à l'issue du dépôt. Et effectivement, nous, quand on au niveau d'un entretien téléphonique, si ça sent bon le rapide parce qu'on y voit un certain nombre de choses, on sera nous-mêmes à vous dire ça peut être pas mal pour un rapide, développer ça, ça, ça et ça, et à ce moment-là, déposer un rapide. Les critères du rapide, il faut que les entreprises, donc ça peut être jusqu'à 3 partenaires qui sont sur le même projet collaboratif. Il faut que les entreprises soient éligibles, donc il y a des critères de fonds propres. Donc ne vous étonnez pas, si vous voulez un rapide, on va commencer par vous demander votre case fiscale pour vérifier qu'on est conforme au régime d'exception, puisqu'on n'a évidemment pas le droit de subventionner en direct en industrie. Il faut qu'il y ait des levées de verrous. Donc, on s'attend quand même à ce qu'il y ait des développements technologiques et que ça dépasse un certain état de l'art. Donc, ça va être des gens de la direction technique qui vont nous dire oui, par rapport à l'état de l'art, il y a dépassement. Si c'est pour faire ce qui était fait il y a 5 ans, là, on ne pourra pas vous accompagner, ça ne répond pas au cahier des charges. Il faut, très important, qu'il y ait des applications potentielles dans les secteurs militaires et civils. On en revient toujours au même axe, le civil va vous faire vivre. Donc, si on vous donne de l'argent public pour développer quelque chose, il faut que ça vous fasse vivre et pas uniquement sur le militaire, parce que le temps qu'on décoince, il pourra se passer un certain nombre d'années, alors que le civil sera peut-être le premier à vous commander des choses. Et puis, il faut que cette aide elle soit incitative, puisque c'est quand même de l'argent public, et donc il faut quand même que ça ait un effet de levier. Si vous n'avez pas besoin de cet argent pour développer le projet, on va dire, à ce moment-là, pourquoi on te le donnerait à toi plutôt qu'à un autre qui en a peut-être potentiellement plus besoin. Donc voilà, c'est les grands critères qu'on va regarder quand on va passer sur un dispositif rapide. Juste pour conclure, pour vous donner, avant qu'on passe aux questions et que mes 2 collègues et amis puissent répondre aussi à ces questions, quelques chiffres, juste pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur. Ce que je venais de vous décrire, des entreprises qui disent qui elles sont et ce qu'elles font comme solution, et qu'elles seraient peut-être candidates pour bosser un jour avec nous. Vous voyez que ça tourne entre 500, 600. La semaine dernière, on était à 489 qui sont venus dire bonjour, j'existe et peut-être que ça peut être intéressant qu'on bosse ensemble un jour. Des gens qui ont déposé des projets. Alors là, je me suis trompé en le faisant tout à l'heure. C'est quand même pas, j'en suis pas encore à 2300 projets. J'en suis à 326 projets. Vous voyez, on tourne à peu près à 300 projets qui sont déposés chaque année sur le guichet unique et qu'on est là pour effectivement analyser, discuter avec nos collègues, orienter, et quitte à se les orienter vers nous-mêmes. Alors derrière ça, ça vous montre que vous ne seriez pas les premiers. Tous les gagnants ont tenté leur chance. Il y a aussi ce petit appel du pied en disant, voilà, on n'est quand même que 9 personnes, donc il peut des fois, ça peut nous arriver de prendre des fois un petit peu de temps. Et donc si jamais vous trouvez qu'on met un peu de temps à vous répondre, voilà, n'hésitez pas à lever la main gentiment parce qu'effectivement, on fait au mieux, mais on brasse pas mal d'informations et on a besoin de nos collègues autour. Des fois, on va demander à un expert de nous donner son avis, faut qu'on pense à le relancer de temps en temps parce que vous attendez une réponse.
L'intérêt de passer effectivement par le guichet, c'est que pour nous, c'est un mandat. Quand vous nous déposez quelque chose et que vous nous dites j'aimerais bien une réponse, nous, c'est suivi. C'est-à-dire que si ce n'est pas fait, moi, je me ferais tirer les oreilles parce que c'est pas, on ne respecte pas nos engagements. Et ça me permet aussi, du coup, d'aller tirer les oreilles de nos experts en disant attends, ça fait 15 jours que je t'ai posé une question. Moi, j'ai une entreprise qui attend une réponse. Donc voilà, c'est plus efficace que si vous m'envoyez un mail gentiment en disant je fais ça, puis que derrière, je l'envoie à quelqu'un. Et s'il n'y a pas de retour, je ne pourrais pas lui courir après. Parce qu'on est en webinaire. Oui. Donc voilà, donc on travaille effectivement ensemble et voilà, c'est un service qu'on vous offre. Et l'idée, c'est de vous dire, vous voyez, vous ne seriez pas les premiers. Et évidemment, on fait connaître ce dispositif et cet accompagnement global de l'AID par des actions un peu marketing. J'évoquais ce qu'on va faire la semaine prochaine sur des PME Tours, le webinaire d'aujourd'hui. Tout ça, c'est effectivement faire connaître cette offre de service. Juste pour illustrer, l'année dernière, on a participé au temps guichet unique à 17 événements et on a eu l'occasion d'échanger en direct avec 577 entreprises qui ont fait des B2B pour commencer à faire connaissance et vous dire votre solution est pas mal, ça vaut le coup que vous passiez par le guichet unique pour qu'on aille plus loin. Ou au contraire, désolé, ça ne colle pas du tout. Vous êtes juste un prestataire, vous êtes un consultant, je ne vois pas bien, c'est peut-être même pas la peine parce qu'à ce stade, on ne trouvera pas. C'est une première mise en chauffe pour se dire ça vaut le coup que vous venez voir ou pas. Voilà, on a fait un petit peu le tour de ce qu'on vous présentait. Maintenant, je pense qu'on va vous laisser la main pour les questions. Donc, il y a Sébastien qui vient d'arriver, qui est arrivé en cours de route et qui est notre monsieur énergie. Donc, voilà, désolé, j'ai présenté rapidement ce qu'était l'énergie. Voilà, Sébastien qui a aussi le bon goût d'être au sein du guichet unique. Donc, on se côtoie tous les matins, tous les midis, tous les soirs. Donc, maintenant, on va libérer la parole et vous laisser effectivement voir un petit peu pour les questions. Puis voir Maud étant toujours derrière, donc s'il y a des questions qui s'adressent à elle, elle sera également là pour y répondre. Anthony, merci beaucoup. Merci beaucoup Xavier, merci à Maud, Alain et Sébastien aussi. Alors, quelques questions que nous avons récupérées. La première concerne les pôles d'innovation qui avaient été présentés dans la cartographie slide 5, je pense. On a parmi nos membres connectés des acteurs du ferroviaire et ces acteurs se demandaient quel pôle d'innovation était aujourd'hui le plus adéquat à travailler avec les acteurs du ferroviaire. Je pense à Isabelle, les mains. C'est pilote. Ça serait le pôle pilote. Le pôle pilote. Bourges, qui est sur Bourges. Après, comme vous voyez, il y a plusieurs approches possibles. Soit vous passez effectivement par ces pôles d'innovation qui, eux, ont certaines connaissances, soit vous passez par le guichet unique. En fait, l'idée, c'est qu'il y ait plusieurs portes d'entrée. Il n'y a pas un moyen. Alors, quand on dit guichet unique, c'est qu'on offre ce service. Si vous êtes déjà passé par un pôle d'innovation ou par certains de nos experts, ce n'est pas la peine de repasser par nous. Il est unique au sens, ça vous permet d'identifier un point focal. Et si effectivement vous êtes passé par un pôle d'innovation, Isabelle Mémin, qui s'occupe de pilote, elle nous appelle régulièrement, on échange régulièrement. Donc, il y a plusieurs voies d'accès. Mais dans votre question, je pense qu'effectivement, pilote pourrait être un bon candidat. Merci beaucoup. On a eu une question, mais j'espère qu'elle a trouvé réponse pendant l'explication. Mais effectivement, nos interlocuteurs, nos participants souhaitaient savoir qui contacter. Et donc, merci beaucoup pour l'opportunité créée avec le guichet unique. Voilà, on a des commentaires qui montrent une réelle volonté et une réelle curiosité de venir présenter son innovation et aussi sa passion au service de l'intérêt général. Et c'est un peu ce qui ressort des échanges que nous avons captés pendant ce webinaire. Donc, on a déjà gagné. C'est déjà gagné. Une question d'ordre peut-être juridique. Quid d'une entreprise installée en France mais appartenant à un groupe étranger? C'est possible. C'est possible. C'est possible par différents aspects. Ça dépend quel va être le lien contractuel. Il s'agit d'acheter quelque chose, on peut acheter à des entreprises étrangères. Alors, ça dépend quel est le capital. C'est sûr que si c'est nord-coréen, je ne cache pas que ça va être compliqué. Mais si c'est des partenaires et encore plus européens, acheter quelque chose, ce n'est pas un souci. Y compris même sur la subvention, puisqu'on peut aussi subventionner des travaux de R&D d'une entreprise qui soit française, mais qui soit une filiale d'un groupe européen, du moment, évidemment, que la partie R&D va être faite en France et que des débouchés seraient faits en France.
C'est sûr que si c'est juste une boîte postale à Paris pour avoir une adresse parisienne pour récupérer de la R&D, c'est compliqué. Par contre, si effectivement les travaux sont faits, parce qu'on sait bien ce que c'est que la vie d'une boîte, hein, c'est d'être acheté par un groupe, de dépendre de tel ou tel actionnaire. Nous, ce qui compte, c'est où est la compétence et où est-ce que les travaux seront réalisés et surtout, derrière, les débouchés de ces travaux seront-ils effectivement, entre guillemets, accessibles. C'est-à-dire que si on finance une techno qui part demain matin aux US et qui du coup n'est plus accessible pour nous, on aurait un peu tout faux, quoi. D'accord, très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on a répondu à l'ensemble des questions. N'hésitez pas, il reste quelques instants si vous avez d'autres questions à intégrer dans le chat. En tout cas, je précise que les informations qui vous ont été données, c'est-à-dire les liens vers la documentation, Droid, les liens au QR code pour s'adresser au guichet unique, ces liens-ci vous seront repassés. De toute façon, toutes les planches, hein, on vous disposerait de tout, donc tout ce qu'on vous a montré, il n'y a rien de secret, on le raconte à tout le monde, vous avez le même niveau d'info que tous ceux à qui on parle. Merci beaucoup. Le pôle de compétitivité e-trans et l'agence d'innovation de la défense se tiennent bien évidemment disponibles pour vos questions, pour vous accompagner. On a une réelle volonté de travailler de concert pour faire vivre nos enjeux respectifs. Je vais Oui. jouer une question sur On a la propriété intellectuelle. Oui. Comment se gère, dans le cadre d'un projet financé, la propriété Financement intellectuelle ? aussi. Si on passe un marché, il peut y avoir des clauses de pays qui sont demandées. Si on est sur de la subvention sur le rapide, aucun pays n'est demandé par le ministère, tout appartient à l'entreprise. Donc derrière, sur une subvention, il n'y a pas d'obligation de moyens. Pardon, désolé. C'est pas d'obligation de résultat, obligation de moyens. Vous devez travailler sur ce qu'on a convenu ensemble. L'API appartient aux partenaires qui l'ont développé. Et on est même attentif, on va vous demander d'avoir un draft de l'accord de partenariat pour bien vérifier, parce que dans les partenaires, il peut y avoir un grand groupe qui vient parce qu'il va amener un peu son cas d'usage, parce que le ministère n'aura pas le droit de donner dans le cadre d'une subvention. On vérifie bien que le grand groupe ne repart pas avec la caisse à l'issue et n'a pas négocié des clauses d'exclusivité abusives. Et donc, au contraire, on va plutôt regarder ça sous un aspect, est-ce que la propriété intellectuelle de l'entreprise et de la PME porteuse n'a pas été appréhendée par quelqu'un. Et on vérifie bien que chacun, dans ce qu'il a développé, pourra utiliser l'API en liberté. Merci beaucoup, c'est extrêmement clair. Je pense que nous arrivons à la fin de cet échange. Juste une petite question, mais qui était plus personnelle, d'une personne qui demande s'il y a une autre personne qui serait là. Éventuellement, je vous laisse peut-être la transmettre à Maude, puisque la personne qui est demandée n'est pas autour de la table aujourd'hui, mais fait partie de la même équipe que Alain. Et donc, s'il y a une question à lui transmettre, n'hésitez pas, et Maude, à ce moment-là, lui transmettra. J'espère que le message est passé. Merci à tous les participants. L'ensemble des documentations, de la documentation vous sera envoyée. Un grand merci à nos amis de l'Agence d'innovation de défense. Merci. On ne voit plus que moi, mais aussi, ils sont... Assurément, on organisera. Peut-être à la semaine prochaine, alors, pour ceux qui seraient sur l'île et qui participeraient. DGA PME Tour à Lille la semaine prochaine. Et puis, fin novembre, le forum à Paris. Voilà, à Paris. Où on pourra aussi aller vous juste en face de chez nous, donc porte de Versailles. Là où il y a le salon d'agriculture, ça sera pareil. Il y aura moins de vaches, mais sinon. Merci à tous les participants, merci à vous. À très bientôt pour un nouveau numéro de Web e-Trans et belle journée à tous. Merci à vous, merci pour l'organisation. Au revoir.